Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. L'opposition ivoirienne, à 3 ans de la présidentielle 2025 et à 1 an des élections locales, est à la tâche. Les députés du PDC et RDA, regroupés au sein de leur groupe parlementaire, n'entendent pas rester en marge. Ils jouent pleinement leur rôle à l'hémicycle, même si la population n'a toujours pas l'occasion de les voir et de les entendre. PDC TV se propose de rentrer dans l'univers de l'Assemblée nationale ivoirienne afin de permettre à la population et aux militants du PDC et RDA de mieux comprendre ce que font leurs représentants à l'hémicycle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur PDC TV. Nous recevons ce jour 2 élus de la nation, tous 2 membres du bureau politique du PDC et RDA. Nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Gosé Seplé, qui est vice-président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, KAF. Honorable Gosé Seplé, député pour la circonscription de Domakbe, Guérégbé, Guessabo et Zoukoube. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Nous avons aussi l'homme de Yopougon, comme on dit, le leader incontesté, honorable Dia Oufoué, député de la circonscription de Yopougon. Bonjour, honorable. Bonjour. Bienvenue sur PDC TV. Merci. Au cours de cet échange, nous serons avec les amis de la presse écrite, Jérôme Ndri du Nouveau Réveil. Bonjour. Et Bertin Guessant de Dernier Heure Monde. Bonjour. Bonjour. Honorable, la Commission des affaires économiques et financières, la KEF, a en son sein un comité technique qui regroupe 11 députés PDC et RDA, coordonnés par l'honorable Gosé Seplé. 4 projets de loi ont été votés le jeudi 3 novembre dernier, après âpre échange. Honorable, vous qui êtes par ailleurs vice-président de cette commission, pouvez-vous nous donner plus d'amples informations concernant ces projets de loi? Je suis donc avec l'honorable Dia Oufoué pour parler de ces sujets importants. Effectivement, comme vous l'avez dit, le jeudi dernier, il y a eu donc 4 projets de loi portant sur le code des douanes, portant sur la loi de finances rectificative de l'année 2022, portant sur la parafiscalité appliquée aux matériaux de construction, précisément au ciment et au fer et au marbre, et le dernier projet de loi portait donc sur l'exonération des droits de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Au cours donc de cet examen, le groupe PDC-RDA a jugé bon, au regard des débats qui ont eu lieu, de ne pas voter ou de voter contre le code non pas le code des douanes, contre la parafiscalité sur les matériaux de construction et sur la loi de finances rectificative. Donc nous avons voté par contre pour le code des douanes et pour les exonérations du blé. Voilà. Mais ce que je disais, c'est que pour le code de douane, il s'agissait de mettre notre administration douanière aux normes. Parce que le domaine où travaille la douane est un domaine complexe, économique, financier, fiscal, sécuritaire, et ce sont des aspects de la vie qui évoluent. Aujourd'hui, si je prends l'aspect sécuritaire, il y a du terrorisme aux frontières, donc il faut avoir les moyens. Du point de vue fiscal, parce que la douane perçoit les droits de douane, aujourd'hui, il faut des scanners. Donc, ce sont ces problèmes-là, ou ces problématiques-là que pose le code des douanes. Mais nous, en tant que PDC-RDA, nous sommes intéressés surtout aux insuffisances qu'on constate au niveau de la douane. Il s'agit notamment des frontières qui sont poreuses, les armes rentrent, les produits prohibés rentrent. On a dit de renforcer nos équipements à ce niveau. Nous avons aussi axé notre intervention sur la corruption. Parce que pour que ces produits rentrent, c'est vrai que quelquefois les gens peuvent rentrer par des portes, des portes qu'on ne peut pas maîtriser, mais c'est surtout les hommes. Donc on a mis aussi l'accent sur la lutte contre la corruption. Et puis il y a des postes frontières qui sont fermés
nous avons demandé qu'il soit ouvert à nouveau. S'agissant de l'exonération des droits de douane sur les importations du blé, là aussi, c'était dans le cadre de la lutte contre la vie chère. L'État a pris cette décision, nous avons voté pour. Mais ce n'est pas sans avoir attiré l'attention du ministre et de tout le gouvernement qu'en fait, l'ordonnance qui a été prise, en fait, a renchéri le coût du pain, le prix du pain. Parce que le pain, avant cette ordonnance, c'était 200 francs, 200 grammes au 150 francs. Et on a ramené à 174 grammes au 150 francs. En réalité, non. Le coût a augmenté. Et quand nous avons comparé à ce qui existait, ça fait une augmentation de 15% du prix du pain. Mais comme c'est une ordonnance qui a été prise pour 3 mois, d'avril à juillet, Noël s'est déjà passé, les populations s'en ont réjoui, donc nous laissons passer. S'en ont réjoui, donc nous laissons passer. Ça, nous avons voté pour ça. Nous avons voté pour le code des douanes. Mais s'agissant de la parafiscalité sur le ciment et le fer, nous avons dit non. Parce que ça va augmenter le coût de ces matériaux, qui sont des matériaux de base, qui sont des intrants de base. Et il faut dire que le ciment n'est pas fait pour les programmes sociaux seulement, c'est pour tous les citoyens. Mais Honorable, quel argument l'émissaire du gouvernement a avancé quand il parle de... Mais il a dit que, en fait, il ne faut pas penser que tous les Ivoiriens aspirent à construire. Il y en a qui ne pourront jamais construire, donc ils vont louer. Il y en a qui vont donc construire, et ça, ce ne représente que 20% de la population. C'est pour nous mettre dans la pauvreté, en fait. Et puis nous avons dit, si il n'y a que 20% de la population qui peut construire, mais c'est qu'il y a problème. C'est pour cela qu'on dit de ne pas augmenter le prix de ces matériaux-là, même au village aujourd'hui. Les jeunes qui y sont, il y a maintenant l'électricité, il y a l'eau, ce sont des jeunes déscolarisés, donc qui sont repartis au village, qui veulent vivre dans des conditions décentes, il faut leur permettre de construire. Donc nous avons voté non pour dire que cette loi n'était pas bonne, qu'il fallait donc appliquer la parafiscalité sur le marbre, en gros sur les matériaux de luxe. Mais quel bilan, vous en tant que député, quand l'émissaire du gouvernement dit c'est pour pouvoir soutenir les logements sociaux, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement présente un bilan au jeu de... Non, le bilan qui est présenté, ce n'est pas uniquement même à la parafiscalité, mais c'est par rapport au programme des logements sociaux, où il était envisagé de construire depuis 2012 150 000 logements. Mais à ce jour, ce que le ministre a dit, on n'a construit que 30 000 logements. C'est très loin de l'objectif. Ah oui, très loin. Et il a même dit que pour les besoins en logement, au niveau d'Abidjan, c'est passé de 500 000 à 600 000. Donc, on n'a pas atteint, mais le gouvernement cherche toujours et nous disons qu'il faut chercher dans des conditions acceptables et surtout supportables par la population, par la majorité des Ivoiriens. Moi, j'ai une préoccupation parce que c'est vrai que vous êtes du groupe parlementaire PDCI et même toute l'opposition ne représente pas une forte voix au niveau de l'Assemblée. Comment vous vous en sortez au niveau des lois? Vous êtes toujours minoritaire, donc comment vous vous en sortez? C'est dit que vos propositions non, c'est pas comme ça que nous comme dans des paniers percés. Non, mais non, vous avez raison de poser la question. La première des choses que je voulais expliquer, c'est que les comptes rendus de nos travaux parlementaires ne reflètent pas la réalité. Vous voyez souvent, vous entendez souvent la RTI dire la loi a été votée à l'unanimité ou a été votée à la majorité des députés présents. Et on vous entend, on vous applaudit. Sans dire réellement ce qui se passe. Parce que quand un projet de loi arrive, il y a deux parties. Il y a l'exposé des motifs et le dispositif légal. C'est surtout le dispositif légal qui donne lieu à des amendements. Donc quand un ministre arrive, que nous faisons des propositions d'amendement, que le ministre accepte, parce qu'il y a des ministres qui acceptent, que donc nos préoccupations sont prises en compte, nous votons. Mais quelquefois, c'est après des heures et des heures.
Moi, je me souviens avec le ministre de l'Agriculture à l'époque, on a fait 9 heures. Mais ce compte n'en est pas rendu. Le compte rendu ne le dit pas. La deuxième chose, on a des débats, on fait des propositions, les ministres n'acceptent pas, mais quand ils n'acceptent pas, mais nous votons contre ou nous nous abstenons. Mais je voudrais dire que le compte rendu devait relater tout cela pour savoir qu'il y a débat. Pour nous, l'important est que la loi reflète l'intérêt des populations. C'est vrai que vous dites que les autres sont majoritaires, donc c'est mécanique, ils votent. Mais est-ce que la loi qui est votée reflète véritablement les intérêts des populations? Nous, on vote en tenant compte de l'intérêt de nos populations. Et quand je dis nos populations, je ne pense pas aux militants du PDCRDA, uniquement aux sympathisants du PDCRDA, mais à l'ensemble de toute la population ivoirienne. Oui, parce que vous êtes l'élu de la nation. Oui, quand vous dites que quand vous faites des propositions, de bonnes propositions pour la population, vous n'êtes pas suivi. Alors pourquoi vous ne communiquez pas suffisamment là-dessus? Sur vos propositions, oui, qui ne sont pas prises souvent en compte. Au cas où ce n'est pas pris en compte. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. oui, non, c'est une voie que vous nous offrez aujourd'hui. Je dirais à Mme Assoumou, vous devrez dû être à l'Assemblée pour que, au sortir de l'hémicycle, nous pouvions à chaud vous dire ce qui s'est passé. Donc, c'est un problème de communication qui est posé. Et je pense qu'avec le temps, avec nos responsables, nos spécialistes, on va résoudre ce problème. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les émissaires du gouvernement qui viennent, sachant que l'opposition est minoritaire, ils se disent par exemple que, quel que soit Alpha, la loi le projet de loi qu'on va présenter va passer? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment? Pas tous. Non, moi je pense pas. Pas tous. Moi je pense pas. Moi je pense que quand ils arrivent, ils ont vraiment la volonté de faire en sorte que la loi passe à l'unanimité. Et nous avons la volonté réellement de... Nous pensons au bien-être de la population. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique de corriger vraiment ce qu'il y a à corriger. Et si on n'est pas satisfait, étant dans l'opposition, nous nous opposons et nous le déclinons le projet de loi qui vient sur notre table. Et on peut le sentir vis-à-vis de leur manière de se comporter pour voir qu'ils sont vraiment dessus parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une unanimité. Et si l'unanimité n'a pas eu lieu, dans le compte rendu, ça ne présente pas bien parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a été rejeté. Donc ça fait que les gens sont obligés d'aller fouiner pour savoir vraiment peut-être qu'il y a des informations qui sont cachées. Donc tout membre du gouvernement, c'est vrai qu'ils ont la majorité absolue, mais l'objectif c'est de faire en sorte que le projet de loi passe avec un vote à l'unanimité. Il y a des ministres qui ne veulent pas qu'on touche à une virgule de leur texte. Mais il y a des ministres aussi qui sont très compréhensibles et ils se rendent compte que les propositions qui sont faites sont pertinentes et prennent les amendements en compte. Mais il y en a vraiment, ils ne veulent pas. Donc, je vais revenir un peu sur la loi des finances portant budget rectificatif. Oui. Parce qu'il y a eu un conseil des ministres où un décret a été pris par rapport au budget, les chiffres ont été avancés. Le lendemain, il y a eu changement de ces chiffres-là. Vous, en tant que député du groupe parlementaire de l'opposition, comment vous appréciez? Nous, ce que nous regardons, c'est les documents officiels que nous recevons à l'Assemblée nationale. Si dans un compte rendu, un ministre a dit que le budget devait être de 10 000 milliards, que le lendemain il a dit que c'est 900 000 milliards, nous n'en tenons pas compte. Ce sont les documents officiels qui viennent à l'Assemblée que nous examinons. Donc, pour regarder par exemple la loi de finances rectificative, nous regardons si les chiffres de la loi de finances ou du budget initial ont été respectés. Donc, ce qui s'écrit dans les journaux, ça, ce n'est pas notre base d'analyse. Parlons de cette loi-là. Cette loi-là dit quoi? Pourquoi vous avez voté non pour cette loi rectificative de l'année 2000? Pourquoi vous avez voté non? Je dirais, il y a fondamentalement deux raisons. L'honorable Dia pourra me compléter. La loi de finances rectificative doit suivre un certain nombre de principes légaux. C'est-à-dire, par exemple, le budget, une fois qu'il est voté au niveau de la loi de finances initiale, et qu'on doit passer à la rectificative, à la loi de finances rectificative, la loi de finances rectificative, c'est pour demander l'autorisation à l'Assemblée nationale pour dire qu'on veut modifier le budget qui avait été autorisé. Mais nous nous sommes rendus compte que les augmentations qui sont faites là,
on a l'impression que c'est déjà exécuté. Quand vous voyez la proportion. Il y a des projets, par exemple, qui passent de 500 millions à 19 milliards. Mais vous pensez qu'en 2 mois, là-bas, on peut exécuter 19 milliards? Donc, nous disons que c'est déjà fait. Donc, l'Assemblée nationale ne peut pas servir de faire valoir. C'est pour ça qu'on n'accepte pas. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas accepté. Et puis, deuxièmement, toute modification même du budget pour des questions de crédit d'avance, en cas d'urgence, mais l'Assemblée doit être saisie. Et ce n'est pas respecté. Donc, c'est modifié avant que l'Assemblée ne soit saisie. Non, non, c'est... Mais dans les faits, en quelque sorte, dans les faits. Dans les faits, c'est déjà modifié. Ah oui, nous avons l'impression que dans les faits, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et pour les budgets antérieurs même, on s'est rendu compte qu'il y avait la loi de finances, la loi de finances rectificative qu'on a votée, et puis après ça, des arrêtés ont été pris. C'est des rattrapages. Sans que nous soyons informés. Donc, nous avons donné ce signal fort pour que la loi de finances, dans ses principes, soit respectée. À partir de juin, nous avons constaté qu'il y a certains ministères qui avaient pu utiliser 2% de leur budget. Et aujourd'hui, en décembre, là, ces derniers-là demandent encore une augmentation, alors qu'en 6 mois, ils n'ont pas pu utiliser. Donc, on a posé ce problème-là pour voir qu'il y a plein de ministères de juin, quand la Cour des comptes a fait le point, ils n'utilisaient pas le budget. Et ces derniers demandent une augmentation. Et ces augmentations sont effectuées. Donc, nous considérons que c'est en 2 mois, comme il a soulevé le point de 500 millions à 19 milliards, est-ce qu'en 2 mois, ils peuvent terminer ces 19 milliards-là? Nous pensons que non. Et nous avons constaté aussi que ça encourage le fait de la corruption. Parce qu'on pousse ces ministères-là à effectuer des dépenses dont ils n'ont pas besoin, en réalité. Parce que des milliards comme ça, pour les dépenser en 2 mois, on reste dans une logique où c'est maintenant qu'ils vont effectuer ces dépenses. Parce que c'est maintenant que nous, les députés, nous avons validé. Et nous considérons que le gouvernement participe à la corruption dans ce pays. Alors, quelle solution alors? Nous avons voté non. Non. Mais qu'est-ce Mais qu'a dit le ministère du mais gouvernement? vous savez, je vous l'ai dit, Des observations. Il a considéré pour prendre un jour le pouvoir. Donc quand nous allons prendre le pouvoir, on va dire aux Ivoiriens, voilà comment il faut gérer. Et c'est ce qu'on annonce. C'est vrai que la loi n'a pas été votée, mais comme il est dit, on a un budget. La loi Il n'a pas été voté par nous, mais donc le peuple saura que cette loi est passée sans que le PDCI ait donné sa caution, parce qu'il y a des irrégularités. Comment le peuple va savoir? Mais il faut communiquer. Il faut communiquer, c'est ce qu'on est en train de dire. Un projet par exemple, qui part de 500 millions au départ à 19 milliards, c'est exagéré. Si vous nous offrez l'occasion, comme vous le faites, nous allons informer la population. Mais la population se demande quelle incidence il y a quand le PDCI, par exemple, ne donne pas sa caution à une loi qui passe à l'Assemblée. Quelle incidence? L'incidence, pour nous, ce qu'il faut savoir... savoir... La population se pose comme question. Oui. Quelle incidence il y a si le PDCI n'a pas donné... Mais je vous réponds en disant que vous êtes quelque part, vous avez un ami, il veut aller voler, vous dites non, moi je ne vais pas voler, il vole quand même. Mais vous savez que vous n'avez pas volé. C'est surtout ça. Le PDCI ne veut pas participer, s'associer à cette gestion désastreuse. C'est ce qu'il a dit. Une gestion qui encourage la corruption, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On s'endette. Si vous voyez même le taux d'endettement, ce sont des choses qui vont compromettre l'avenir. Mais si demain, à supposer que nous on vote cela, et puis demain on prend le pouvoir, mais quand on va corriger, on dit, mais vous-même vous étiez dedans. Donc il ne faut pas qu'on vote. Parce que demain on va se rencontrer sur le terrain pour faire la compétition. Il faut qu'on dise, nous pour ce sujet, nous n'étions pas d'accord. Pour tel autre, nous étions d'accord. Mais si on vote, et puis demain on se rencontre sur le terrain politique, et puis on va dire, oui, les loyers sont chers, les terrains urbains sont chers, ils vont nous dire, mais est-ce que vous n'avez pas voté la loi? Donc nous prenons du recul par rapport au terrain sur lequel nous allons retrouver demain. Il faudrait aussi souligner un point qu'on n'a pas énuméré, c'est que nous avons demandé aussi à l'émissaire du gouvernement, lorsqu'il parle de la guerre en Ukraine, la cherté de la vie, on constate quand même que leur train de vie ne baisse pas. On demande aux Ivoiriens de faire des sacrifices, mais à leur niveau, ils maintiennent leur niveau de vie. Et apparemment, la crise en Ukraine ou la cherté de la vie n'a aucun impact sur eux.
Et bon, il a considéré qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais s'ils font beaucoup d'efforts, on n'a pas besoin d'ajouter 800 milliards sur le budget qui était prévu. Donc, on a même besoin de profiter aussi de sa présence pour demander à ce qu'il puisse permettre aux Ivoiriens, pour faire ce sacrifice-là pour eux, de leur remettre le carte d'identité gratuitement, au lieu qu'ils payent les 5 000. Voilà. C'est un acte qui sera applaudi aussi par tous les Ivoiriens. Et quelle a été sa réponse? Sa réponse est considérée que l'État de Côte d'Ivoire subventionne 80% des cartes d'identité. C'est pourquoi ça nous coûte 5 000 francs. Mais nous sommes restés sur notre position pour lui demander qu'il y a plus à faire. Il faut qu'ils offrent ces pièces d'identité gratuitement parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 10 millions d'Ivoiriens en âge d'avoir les pièces d'identité, nous n'avons que 2 millions qui ont les pièces d'identité. Et ce n'est pas acceptable. Pour une État quel est le thème juste? Quand une loi passe et puis une partie des parlementaires ne le vote pas. Parce que vous avez dit non, souvent quand la télévision dit c'est voté à l'unanimité, le thème juste ça doit être quoi? Non, l'unanimité c'est quand tout le monde a voté. Voilà. Mais l'autre c'est à la majorité des députés. À la majorité des députés présents. À la majorité des députés. À la majorité. À vous entendre, honorable, les enjeux sont très importants. Que proposez-vous? Vous êtes des députés de la nation. Que proposez-vous aux Ivoiriens? Au niveau de la parafiscalité, nous avons été clairs. Hein. Nous avons demandé à ce que... la solution n'est pas de taxer le ciment, le fer. C'est pour vraiment affecter tout le monde. Ce que le PSU a eu à faire dans le passé, dans les années 70, au niveau avec la SICOGI, la SOPIM, la SOGEFIA, nous n'avons pas taxé, nous avons une volonté réelle d'impacter socialement les Ivoiriens afin que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Et ça, c'était une volonté du président de la République, avec comme ministre dans le temps, le président Henri Konan Bédié. Donc il y avait une volonté réelle. Donc nous demandons au gouvernement ce n'est pas la solution. La solution, c'est dans tous les pays du monde, on taxe les plus riches. Et c'est les plus riches qui aident les plus pauvres à pouvoir vraiment bénéficier de certaines largesses. Et nous pensons qu'au niveau du logement, on a la téléphonie qui est utilisée par tout le monde, qui engendre des bénéfices énormes. Ça veut dire qu'il y a des niches où on peut encore effectuer, on peut encore les taxer. Et on a aussi, au niveau des logements, si on veut rester là, une personne qui a sa maison, à partir du moment où il a sa maison secondaire, à partir de la 3e, 4e, 5e, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est aisé. Donc ce dernier-là, on peut le taxer énormément pour permettre aux plus pauvres de pouvoir avoir le logement. Nous pensons que c'est ça la solution. La loi ne sera pas personnelle, alors qu'elle doit avoir un caractère impersonnel. Ce n'est pas personnel, c'est une catégorie de gens. Comme il a dit, on n'avait pas à poser le problème là-bas. Non, il est libre. S'il ne veut pas être taxé, il ne va pas prendre une 3e maison. C'est simple. À partir du moment où il va prendre une 3e maison, ça veut dire qu'il a les moyens de payer les impôts. C'est sa liberté. Ce que je voudrais dire par rapport à la question que vous avez posée, nous, les députés, notre souci, c'est que les Ivoiriens vivent dans de bonnes conditions, dans des conditions décentes, qu'ils puissent se soigner, ils puissent se loger, ils puissent mettre leurs enfants à l'école. Bref, qu'ils aient la paix. Parce que la paix, comme on le dit, ce n'est pas le manque de guerre. C'est pas ça, c'est pas la forme de guerre. C'est l'ensemble des conditions dans lesquelles vivent les citoyens. Et ça, on l'a connu au temps du PDCI-RDA. Malheureusement, je le dis bien malheureusement, ça fait 23 ans que nous avons quitté le pouvoir. Mais si on prend la population ou la proportion de la population ivoirienne qui a 23 ans aujourd'hui, elle est très importante. Donc cette proportion n'a pas connu la gestion du pays quand le PDCI était là. C'est pour ça que nous devons véritablement communiquer et créer l'espoir pour l'avenir. Et c'est ce que nous disons. Quand nous disons les loyers sont trop chers, les terrains sont trop chers, les matériaux sont trop chers. Mais il faut trouver des mécanismes pour que les Ivoiriens puissent supporter cela. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il parle de la gestion, mais la corruption, ce n'est pas bon. On ne peut pas faire du gaspillage à travers une loi de finances rectificative. Déjà même que nous faisons partie des pays, j'allais dire, entre griffes pauvres, mais le peu qu'on a, il faut qu'on le gère rationnellement pour assurer le présent des populations et l'avenir de nos enfants. Il y a une question qui trottine dans l'esprit des Ivoiriens, qu'aujourd'hui je vais poser aux députés qui sont en face de moi. L'unanimité qu'il y a eu au cours du vote du président de l'Assemblée nationale,
les Ivoiriens se disent que cette unanimité va continuer, par exemple, au niveau des votes de loi. Est-ce que le fait qu'il y ait une unanimité doit avoir forcément un impact sur... Non, c'est un signal fort que le PDC a donné. L'honorable Diable me complétera. C'est un signal fort. Vous savez, le PDCI veut toujours le dialogue et la paix. La réconciliation. Et ça, ça a été l'un des objectifs du dialogue politique qui a eu lieu. Donc, à un moment donné, cette situation exceptionnelle, parce qu'on n'a pas perdu un président de... Maintenant, on n'avait pas perdu le président de l'Assemblée nationale, il y en a eu dans le temps, mais pas maintenant. Nous nous sommes dit, écoutez, on veut aller à la réconciliation, on veut aller à la paix, donnons-leur cette pêche. C'est ce qu'on a fait, mais c'est passé. C'est passé. Parce que, là, comme on dit, la paix, l'union, tout ça ne se décrète pas. Ça, à travers les actes. Le PDCI l'a fait, mais nous attendons de leur tour aussi des actes forts. Justement, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment que le message que vous avez voulu faire passer est passé? Est-ce qu'en retour, vous sentez qu'ils ont bien compris le message? Non, moi je ne pense pas. Ils n'ont pas bien compris. Le feedback n'est pas bon, selon vous? Non, il n'y a pas eu de feedback positif. Et donc, nous en tirons les conséquences. Mais le peuple, moi je crois que c'est le peuple qui doit apprécier. Parce que nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Ivoiriens. Il y a deux camps, et justement se pose, on est dans une situation où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la réconciliation. Nous, en tant que PDCI, on fait un geste fort. Si les autres ne font pas de geste fort, c'est au peuple d'apprécier. Qui peut véritablement amener la paix en Côte d'Ivoire? C'est à eux, c'est à la population, c'est pas à nous. On n'a pas de regrets. On l'a fait dans un objectif précis, celui de la réconciliation, celui de la paix. Si l'autre n'a pas suivi, le peuple le jugera. Le geste que nous avons porté, nous avons démontré aussi à la communauté internationale que nous ne sommes pas un parti de va-t-en guerre. Nous sommes un parti, le parti qui a construit la Côte d'Ivoire, et nous arrivons quand même à faire la distinction entre le bien et le mal. Et c'est pourquoi nous sommes engagés pour montrer au monde que nous ne sommes pas des va-t-en guerre. On a choisi, on s'est mis en unanimité, discipliné. À partir du moment où notre président du parti a donné son mot d'ordre, pour nous donner des instructions, nous avons suivi ces instructions-là. Mais en retour, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le fait que le RHDP nous a présenté un candidat à Méagui, à Bodokro, alors que c'était des zones où nous avons perdu des députés. C'est pour dire que le RHDP est un parti qui ne respecte rien. Et nous avons pris bonne note. Et à partir aujourd'hui, vous le constatez, quand nous sommes à l'Assemblée, quand nous considérons qu'il y a une loi qui n'est pas acceptable, nous votons non pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais apporter juste une précision, parce qu'il a dit c'est l'instruction du président du parti. Je voulais expliquer cela pour ne pas que les Ivoiriens interprètent mal. Celui qui était là, le président de l'Assemblée nationale qui est décédé, il était du RHDP. Et donc, quand la question du renouvellement s'est posée, nos responsables ou notre responsable est allé voir le président du parti pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et en tant que, je l'ai dit, homme de paix, et en tant qu'Africain, il a dit, on est en Afrique, on est en train de chercher la paix. Celui qui est décédé, il était de leur bord. Redonnez-leur la place en espérant qu'ils vont nous ramener la sanction. Il faut que les Ivoiriens comprennent cela. C'est dans un contexte africain, même si c'est politique, c'est dans un contexte africain. Et que même dans nos familles, c'est autour des décès qu'on se réconcilie. Donc c'est parce que nous l'avons attendu. Et les Ivoiriens constatent, c'est à eux de juger. Vous référez souvent, quand vous parlez à la communauté internationale, est-ce que vous pensez que tout ça intéresse vraiment la communauté internationale? Vous avez le sentiment que la communauté internationale vient accompagner l'opposition? Nous faisons partie de la communauté internationale. Donc nous sommes un parti qui a construit la Côte d'Ivoire et nous savons l'impact qu'a la communauté internationale aussi dans la vie de tous les jours. Donc lorsque nous posons des actes, nous tenons compte. Nous tenons compte. La communauté internationale, on a l'impression qu'ils ne vous suivent pas, ils ne regardent rien. Mais détopons-vous, ils le suivent. Et au moment opportun, ils agiront. Mais nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Nous comptons sur nous-mêmes, mais néanmoins, nous les informons par rapport à toutes ces actions que nous menons, que nous sommes de bonne foi. Et nous avons en face de nous des personnes qui ne sont pas de bonne foi, qui racontent beaucoup de choses, mais dans les actes, ils ne font presque rien. Merci, honorable. Merci. Nous retenons que pour ces 4 projets de loi qui ont été votés le jeudi 3 novembre dernier, 2 projets de loi ont eu avis favorable du
du PDCI-RDA et 2 autres projets n'ont pas eu avis favorable. Les avis favorables, c'est le projet de loi sur les codes de douane et le projet de loi sur l'exonération des droits de douane sur l'importation du blé. Exactement. Et les projets qui n'ont pas eu l'assentiment du groupe parlementaire, c'est le projet de loi de finances rectificative de l'année 2022 et la parafiscalité sur les matériaux de construction. C'est ça, exactement. Avant de terminer, je vais vous demander à chacun votre mot de fait. Sincèrement, je tiens à vous féliciter et à vous dire vraiment merci de cette opportunité que vous nous donnez d'expliquer aux populations ivoiriennes le rôle du député à l'Assemblée nationale. Et nous avons montré qu'ils ne se sont pas trompés en nous choisissant pour le représenter à l'Assemblée nationale. Et nous pouvons leur garantir que nous ne décevrons pas et que nous travaillerons ardemment pour que les choses changent dans notre pays. Et que dans toute sincérité, nous leur demandons de toujours faire confiance à notre parti, le PDCI-RDA, qui a construit et bâti la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez aussi. Alors, moi, je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez, parce qu'il faut véritablement communiquer. Sinon, personne ne saura ce qu'on fait. Ceci étant, je voudrais conclure en m'adressant aux Ivoiriens. C'est-à-dire, je ne vais pas me limiter uniquement aux militants ou sympathisants du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA veut le pouvoir d'État pour le gérer au bénéfice de tous les Ivoiriens. Le PDCI-RDA ne veut pas faire de discrimination comme on en voit aujourd'hui, ni au plan religieux, ni au plan politique. Il veut gérer l'État de Côte d'Ivoire en respectant les droits de tous les Ivoiriens. Il veut un État de droit, il veut la démocratie, il veut le bonheur des Ivoiriens. Donc, l'appel que nous lançons, c'est de demander aux Ivoiriens de nous faire confiance. Parce qu'il y en a qui disent le plus souvent, qu'est-ce que le président propose? Mais nous venons de dire, par là, à travers les lois de finances, notre vision des programmes qui soient tels que la majorité des Ivoiriens soient satisfaite, que les cases arrivent à se loger, que même le paysan qui est au village, le jeune qui est retourné au village, arrive à se loger. Donc le PDCI-RDA, c'est le parti du peuple, où il n'y a pas de distinction de catégorie, de quelque manière, de quelque nature que ce soit. Donc, depuis 23 ans, le PDCI-RDA a été versé du pouvoir d'État par un coup de force, mais le temps est venu que le PDCI revienne au pouvoir parce qu'il a l'expérience de la gestion des affaires publiques, il fera le bonheur des Ivoiriens. Et je dirais, comme le dit le slogan d'une société française de bitume, dit Jean Lefebvre travaille pour vous, le PDCI-RDA avait revenu au pouvoir pour travailler pour les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci honorable, nous sommes au thème de nos échanges. Nous voulons vous remercier pour la spontanéité, la promptitude avec laquelle vous avez accepté d'éclairer nos lanternes, malgré vos emplois du temps. Nous savons que vous êtes déjà en réunion. Nous avons eu un petit temps pour informer les Ivoiriens en général et les militants du PDCI-RDA en particulier. Merci Jérôme, merci Bertin. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un autre numéro avec d'autres parlementaires. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup.